Bon, alors je m'appelle Henri Alluin. Je suis né le 23 décembre 1924. J'avais donc, au moment de la déclaration de guerre en 1940, j'avais donc 15-16 ans. Oui. Et je suis un peu perdu déjà. Et vous étiez Alors, scolarisé, vous étiez... J'habitais à Saint-Pierre-Canivet chez mes parents, bien sûr. Et pendant la guerre de 39-40, j'ai travaillé dans les fermes. À l'âge de 15 ans, j'ai été placé dans les fermes parce que la guerre s'est terminée en 1940 et on a eu l'occupation. Évidemment, j'ai vécu l'arrivée des Allemands le 17 juin 1940, je crois ne pas me tromper, et l'arrivée à Falaise. Évidemment, l'occupation s'est passée assez bien du fait que je travaillais dans une ferme. Je n'ai pas souffert pratiquement de l'occupation parce qu'il y avait tout ce qu'il fallait. Et voilà, l'occupation a duré donc 4 ans. On a eu les tickets, on a eu tout un tas de choses qui nous ont beaucoup bouleversés forcément. Et à la fin, j'avais donc été réquisitionné par les Allemands pour faire des blocos sur la côte à Vers-sur-Mer en 1943. Et donc je me trouvais à Luc-sur-Mer le jour du débarquement. On dormait, donc je travaillais pour une équipe de travaux publics qui avait été requise par les Allemands pour faire ces fameux blocos. Et on était donc 8 personnes travaillant sur la côte. Et j'habitais au départ, toujours habité chez mes parents jusqu'à Saint-Pierre-Canivet. Mais alors, j'avais connu une jeune fille à Colombelle qui habitait pas loin de mon oncle et ma tante. Et j'avais connu cette fille, et pour me rapprocher de cette fille, mon oncle et ma tante m'avaient proposé de me prendre en pension. Et j'habiterais donc chez eux pour être plus près de ces jeunes filles. Et mon oncle m'avait fait embaucher dans l'entreprise où il travaillait, une entreprise de travaux publics. Il m'avait fait embaucher dans cette entreprise. Et ça faisait à peu près une quinzaine de jours que je travaillais dans cette entreprise. L'organisation Todd est arrivée pour nous réquisitionner toute l'entreprise pour travailler sur la côte, faire des blocos. J'ai du reste des photos des blocos sur lesquels je travaillais. Et donc on a été requis, toute l'équipe de cette entreprise a été requise, on était 8. On a travaillé sur les blocos à Vers-sur-Mer. Et les blocos ont été terminés à peu près un mois avant le débarquement. Les blocos étant terminés, on a été viré à Logrune-sur-Mer pour faire des pots de piquet anti-chars. Donc on se trouvait, on rentrait tous les samedis, on dormait sur place, on avait un réfectoire, on dormait sur place, mais on n'avait pas affaire aux Allemands du tout. On avait affaire toujours à l'entreprise qui nous payait. L'organisation Todd surveillait les travaux, mais ils ne nous commandaient pas, ils s'arrangeaient avec l'entreprise. Et donc, on dormait sur la côte, et le 6 juin, dans la nuit du 5 au 6 juin, un bruit énorme, des avions, énormément d'avions, des obus on entendait des tirs d'artillerie. À 4 h du matin, on s'est réveillé. On était réveillé du reste par ce bruit. À 4 h du matin, on a descendu sur la côte. On dormait en bordure du rivage, en bordure de la mer. Et puis, on a vu cette armada, une armada de bateaux, des centaines de bateaux,
qui était à l'horizon, forcément. Alors, il y avait les tirs d'artillerie, les obus qui nous passaient par-dessus, et les tirs d'artillerie allemands qui ripostaient se faisaient un vacarme épouvantable. On s'est douté tout de suite que c'était le débarquement. Alors, on s'est dit, qu'est-ce qui va se passer? On a attendu un moment, et puis quand les premières barges de débarquement ont commencé à arriver, on a dit, il vaut mieux qu'on reste pas là, parce qu'on est mal placé, quoi. Et on a repris le camion, on est rentré sur Caen, sur Colombelles, où j'habitais à Colombelles, on est rentré sur Caen. En cours de route, évidemment, on a rencontré, on a eu affaire à des mitraillages de convois, parce que les convois allemands commençaient à monter sur la côte, et nous, on partait. Alors on croisait les convois allemands, mais il n'y avait pas encore tellement de convois, parce que c'était tout à fait le début. Hein. Et les avions nous piquaient dessus automatiquement, mais quand ils voyaient, on avait mis un drapeau blanc sur le camion, quand ils voyaient sans doute que c'était des civils, ils n'ont jamais mitraillé. Alors ils piquaient et ils repartaient. Quand on se trouvait au niveau des convois, ils piquaient et quand ils voyaient les civils sans doute, ils repartaient, ils nous faisaient des battements d'ailes pour nous dire bonjour. Ils ne nous ont jamais mitraillés. Maintenant, quand on avait croisé les Allemands, évidemment, ils partaient par là, nous on partait là. Les avions faisaient demi-tour et ils mitraillaient quand il n'y avait plus notre camion et puis d'autres camions parce qu'il y avait d'autres civils. Enfin, on est rentré à Caen et à Caen, à Colombelles, avec mon oncle, on a raconté ce qui se passait. Forcément, c'est les bombes commençaient à tomber sur Caen. Et on habitait dans des bâtiments où il y avait 9 ménages. On s'est tous réunis et on a commencé à faire une tranchée, parce qu'on s'est douté qu'il fallait se mettre à l'abri avec les bombardements. On a commencé à faire une tranchée, tous les gens du bâtiment. Et quand la tranchée a été finie, on a reçu l'ordre de descendre dans les abris des roches à Mondeville pour... on était 9000 réfugiés dans ces carrières de Mondeville. Alors on est resté là tout le temps de la bataille de Caen. Et le 24 juin, il y avait une accalmie. On avait laissé nos bicyclettes à l'entreprise qui se trouvait à Caen auprès du lycée Malherbe. Avec mon oncle, on s'est dit on va essayer de récupérer nos bicyclettes qui sont restées à l'entreprise. C'était calme, on est parti à pied et on est arrivé au bâtiment de l'entreprise. Et ma cousine et ma fiancée ont décidé de venir avec nous. Donc on était 4. L'entreprise avait été bombardée. On est revenu par Caen, à travers les ruines. Forcément, il y avait déjà toutes les ruines de Caen. Et sur le cours Montalivet, la route qui part de Mondeville à Caen, sur le bord de l'Orne, on rentrait donc à Mondeville dans les abris. Un obus qui siffle. On se met à l'abri derrière le talus de l'Orne et on attend. Et on se relève, je dis à mon oncle, mais dis donc, il n'a pas tombé loin celui-là. L'obus avait tombé sur l'autre rive de l'Orne et je venais de dire ça, et un deuxième obus est arrivé. Il est arrivé au milieu de notre groupe. Mais alors, moi j'étais là, ma fiancée était là, à peu près dans ce périmètre-là. Ma cousine était là, mon oncle était là. Moi, quand je me suis revenu à moi, j'étais dans le trou de l'obus. J'ai été blessé, j'avais 2 éclats dans la jambe, j'avais la figure criblée de goudron, du goudron. J'avais des éclats un peu partout, j'ai encore 4 éclats dans la main, j'en ai encore 5 dans la figure. Quand je me suis réveillé, mon oncle, ma cousine étaient morts, ma fiancée
Elle était couchée, ça hurlait forcément. J'ai essayé de la relever pour voir. Et sa jambe était restée au sol. Enfin, c'est tout ça. On a eu les premiers secours. J'ai été opéré à l'hôpital du Bon Sauveur. C'est compliqué. Il y avait une défense passive qui avait été désignée pour sauver les gens et ils sont venus me chercher. J'ai été chercher du secours, du reste, sur une jambe, des écluses de Mondeville, de Caen jusqu'à Mondeville, sur une jambe, puisque j'avais 2 éclats dans la jambe. J'avais enveloppé ma tête avec la veste de ma fiancée, là, parce que j'étais aveuglé par le sang. Et donc la défense passive est venue nous récupérer, nous a emmenés à l'hôpital du Bon Sauveur. J'ai été opéré, donc je ne savais pas ce qu'étaient devenus les autres. Et le lendemain donc, de l'opération, on était dans l'hôpital, dans l'allée. Il y avait des blessés un petit peu partout. J'étais sur une civière, et beaucoup sur la civière. Ça bombardait sur Caen. Les éclats d'obus passaient, les fenêtres étaient plus hautes, évidemment, parce qu'on était au bras du sol. Les éclats d'obus et de bombes passaient par-dessus. Il y a eu des blessés qui étaient là, qui attendaient, qui ont été tués et tout. Moi, j'ai été épargné parce que j'étais en dessous du niveau des fenêtres. Bon, enfin, bref. Et puis, donc, le lendemain, mon beau-frère, le frère de ma fiancée, est venu me rechercher avec la défense passive pour pas que je reste, risquer de rester à Caen. Et il m'a ramené dans les abris des Roches, à Mondeville. Et voilà, je suis resté là, avec ma tante et puis ses 5 enfants. Et le 15 juillet, ordre d'évacuation, on est parti avec une charrette de paysans. C'était des charrettes, on avait reçu l'ordre par les Allemands de partir. Et je suis rentré chez mes parents à Saint-Pierre-Canivet. Moi, j'ai pris le vélo de ma tante à Saint-Sylvain, on avait fait un stage. À Saint-Sylvain, j'ai pris le vélo de ma tante, elle avait pris son vélo, et je suis venu rejoindre mes parents qui habitaient à Saint-Pierre-Canivet. Et ils n'avaient pas de nouvelles de moi. Quand je suis arrivé à Saint-Pierre-Canivet, à la barrière était fermée, j'appelle, ma mère sort, elle dit qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Elle ne m'a pas reconnu, j'ai été défiguré complètement, toute la figure défigurée. Ben, je dis c'est Henri. Enfin bref, je vais passer sur tous ces détails. Et le 2 août, ordre d'évacuation de Saint-Pierre-Canivet encore, on est parti avec encore une charrette de paysans, 9 membres de ma famille, mes frères, mes belles-sœurs, enfin bref, 9 membres, mes parents. Et on est parti dans des directions de train, et on devait partir pour la Vienne. Et on arrive donc à Train. On devait être accueillis par des gens de train qui nous hébergeaient. Et finalement, on n'a rien trouvé, on n'a trouvé personne. Et on a continué et on a passé, on est arrivé au Gué de Moissy. Je ne sais pas si vous avez... On est arrivé au Gué de Moissy. On ne savait pas que c'était le Gué de Moissy, bien sûr. Et on a été bloqué là par les Allemands. Il y avait pas mal d'Allemands. Et puis on a dit, bon ben écoute, on va rester là. On a resté là, 9 membres de ma famille. On s'était mis à l'abri sous un pont. Il y avait une petite ferme qui nous a accueillis du reste. Et dans le champ à côté de la petite ferme, il y avait un ruisseau qui était à sec. Et sous la route de Chambois à Train, il y avait un pont. Et on s'était mis sous ce pont avec toute ma famille. On était un peu à l'abri parce que ça bombardait, ça mitraillait, il y avait des avions partout. Et puis, on est resté sous ce pont-là. On avait mis des fagots à chaque extrémité pour nous protéger des éclats. Et puis, on est resté là donc 3 jours. Et le 15
août, Hitler leur avait donné l'ordre, on a su tout ça après bien sûr, elle avait donné l'ordre d'évacuer. Il y avait 100 000 Allemands dans la forêt de Gouverne, mais on l'ignorait bien sûr. Et puis, quand Hitler a donné l'ordre d'évacuer, il y a ces 100 000 Allemands qui ont décidé de partir, mais il y avait déjà l'encerclement qui avait commencé. Et donc les Allemands nous ont sortis du pont et ils prenaient notre place parce qu'ils se mettaient à l'abri aussi, hein, ils cherchaient à se mettre à l'abri sous ce pont. C'était énorme, il y avait des nuages d'Allemands, c'était 100 000 Allemands qui cherchent à passer dans un couloir de 3 km, vous voyez un petit peu ce que ça peut donner. Et le 17 août, Falaise a été pris, Trun a été pris le 18 août. Alors jusqu'à cette date-là, on n'avait que les avions qui mitraillaient, qui bombardaient. Et on a vu du reste 2 avions américains qui se sont télescopés, qui sont tombés à 200 mètres de nous là, pendant toute cette bagarre. Eh bien, le 18 juin, Trun a été pris, et donc il y avait les Canadiens à Trun, il y avait les Américains à Chambois, il y avait les Polonais qui étaient du côté de Gassé, si bien ils nous entouraient. Et on a été obligés, nous, du fait que les Allemands nous avaient sortis de sous le pont, on s'était mis dans une grange, il y avait un bâtiment, il y avait 5 pièces. On s'était mis dans la grange du bout, et dans la grange du bout, les Américains, donc le train a été pris le 18 août, et à partir de ce moment-là, l'artillerie est arrivée. Elle s'est installée sur la côte de oui, le pays avant le Guénomoissy, c'est Saint-Lambert-sur-Dive. Ah, oui. Il y a là où ils ont fait une stèle maintenant. Et j'ai fait la route au 50e anniversaire avec un vétéran canadien qui m'a expliqué, il m'a emmené là où, à la stèle. Et il m'a expliqué où ils avaient mis les canons. Il m'a dit on avait mis des centaines de canons. Il dit c'est épouvantable. Et on a envoyé sur Chambois, sur Moissy surtout, des milliers d'obus, il m'a dit. C'est inimaginable ce qu'on a pu. Les canons étaient tellement chauds, il fallait qu'on arrête, on ne pouvait plus tirer avec les canons. Il m'a même dit on faisait pipi sur les canons pour les refroidir. Et quand il a vu le bâtiment où on était après, qu'on était pendant cette... Il m'a dit, mais vous êtes sortis vivants de ce... Et oui, on est sortis vivants. Et il m'a expliqué pourquoi on est sortis vivants. Il tirait des obus, c'était des obus fusants, des obus qui éclataient en l'air, qui ne détruisaient pas les bâtiments. Quand il y avait c'était immense les Allemands qui avaient au sol. Ils recevaient une pluie d'éclats d'obus, ça tombait comme des mouches de bord, c'est quelque chose d'épouvantable. Et puis voilà, on est resté dans c'est un charnier, c'est indescriptible du reste ce qui s'est passé. On a été 3 jours, on avait 2 enfants, un de 14 mois, un de 18 et 4 ans avec nous, qui hurlaient, les Allemands qui hurlaient. On faisait, pendant 3 jours, on n'a pas pu sortir, 3 jours et 3 nuits, on faisait nos besoins dans la pièce où on était. Les Allemands qui venaient blessés, il y en a qui est venu avec un éclat d'obus dans la poitrine, il est venu mourir du reste dans la pièce avec nous. On avait un soldat hongrois qui avait été incorporé dans l'armée allemande, qui était depuis le début avec nous dans cette grange, et il attendait pour se faire prisonnier. Il avait ramassé un tract que les Allemands que les Anglais avaient lancé,
Et il attendait pour se faire prisonnier. Et il était resté avec nous. Et là, j'ai oublié de dire, c'est que quand l'artillerie est arrivée, on recevait des obus qui venaient d'un côté, les Canadiens qui venaient de l'autre, et on était dans la première pièce à côté de Chambois, et on s'est dit, on n'a qu'un mur qui nous protège, et on va déménager dans le bâtiment à côté. Il y avait 4 pièces comme ça. Et ça faisait une demi-heure qu'on était parti de ce premier bâtiment. Il y a eu une explosion terrible derrière notre bâtiment. Là, le fracas des tuiles et tout le bazar qui tombait. Mais le premier bâtiment, il n'y avait pas de plafond. Si on était resté là, on était tous morts. Je vais vous dire pourquoi. Dans le deuxième bâtiment, il y avait un plafond qui nous a protégés, heureusement. Parce qu'on a appris après, c'est un char qui a explosé. Derrière notre bâtiment, un morceau de chenille de 80 kg au moins a sauté sur le toit. Il a défoncé le toit et ce morceau de chenille est tombé exactement à l'endroit où on était une demi-heure avant. Et on n'avait pas grand, on avait à peu près grand comme ça pour rester à 9. Beaucoup auraient été tués. Et puis donc on avait ce soldat hongrois qui était avec nous dans la pièce. Et il y a un Allemand qui vient pour rentrer dans notre bâtiment, il ne l'a pas laissé rentrer. Et cet Allemand est parti, il a fait demi-tour. On avait laissé la porte du bas fermée et la porte du haut entrouverte et on regardait ce qui se passait. On s'attendait à quelque chose. Ce soldat allemand a fait demi-tour, il a réposé son fusil, il a tiré une balle, un coup de fusil à travers la porte. Le soldat hongrois qui était avec nous, il a bondi en avant, moi j'étais juste derrière lui. La balle a traversé la porte, a traversé sa cuisse, et était partie se loger entre ma belle-sœur était assise avec son bébé sur les genoux. La balle, on a suivi la trajectoire de la balle a passé entre son bébé et elle, et s'est logée dans le mur. Encore un miracle. Et le miracle aussi de l'éclat d'obus, un deuxième miracle. Enfin, bref. Donc, le 21 août, il est arrivé devant notre bâtiment et les Allemands avaient fait leur quartier général dans une des pièces. Une Lotochny est arrivée. Ils ont enlevé les armes de Lotochny, ils ont vidé leurs poches, ils sont montés dans le Lotochny. Et puis ils ont mis un drapeau blanc, ils sont partis, on a dit ça sent peut-être bon. Et puis effectivement, une demi-heure après, la canonnade s'est arrêtée, parce que le canon, c'est des heures entières que ça a éclaté par-dessus nous, mais c'est indescriptible du reste. Et puis, donc, une demi-heure après, ça s'est un petit peu calmé, la canonnade, et on est sorti. On n'osait pas trop sortir, on dit que c'était seulement une accalmie. Et on est sorti, et arrivé par petit chemin, un soldat arrive, c'était un Polonais du reste. Il nous met en joue parce qu'il a été surpris de voir des civils, il ne savait pas ce que c'était. Il nous a mis en joue et puis c'était un soldat polonais. Et le canon s'est arrêté, c'était terminé. Mais quand on est sorti, c'était... il fallait, pour marcher, il y avait un herbage devant nous, pour marcher dans cet herbage, il fallait enjamber par-dessus les morts. C'était un tapis de morts. Des bras, des têtes coupées, des bras des bras, des jambes dans les arbres. C'est quelque chose d'épouvantable. Des chevaux, parce qu'il y avait énormément de choses, c'était un régiment de hippomobile. Énormément de chevaux, les chevaux qui éclatés par la chaleur, ils ont tellement
il faisait tellement chaud, ils éclataient par la chaleur, ça sentait une infection. Moi, mes plaies, c'était du reste infecté. Et vous aviez rien à manger. Voilà, Vous aviez rien à manger, rien à boire pour manger et boire. 3 jours sans manger, sans boire. Mon frère, il y avait un puits à côté du bâtiment. Il faut voir sur place, bien sûr, il y avait un puits à côté du bâtiment à cinquantaine de mètres. Mon frère, le père des enfants, allait chercher de l'eau. On a bu de l'eau, on avait du sucre. On a bu de l'eau sucrée, et les enfants aussi, pendant 3 jours et 3 nuits, on n'a pas pu sortir. Je vous dis, on a fait nos besoins dans la pièce, à côté, à 9 personnes. Il y a l'Allemand qui est rentré avec son éclat d'obus dans la poitrine, et il est parti se coucher, à l'endroit, on recouvrait ça avec du foin, et on avait du foin dans le bâtiment. Et il est parti se coucher dans nos excréments. C'est quelque chose d'épouvantable, quoi. Et voilà, ça s'est terminé comme ça. Et qui s'est occupé de vous après, à la fin? Comment? Qui s'est occupé de vous à la fin? Comment vous êtes sortis de là? Ah ben personne. Si, les Canadiens, les soldats. Ils vous ont pris en charge, ils nous ont donné des rations, oui. Oui, parce qu'ils sont arrivés, alors il est arrivé de bulldozer, parce que la route de train à Chambois, c'était des camions, des chevaux, des matériels et tout ça, mais on ne pouvait plus passer sur la route, hein, tout était détruit là. Et il est arrivé 2 bulldozers, un rejetait à droite, l'autre rejetait à gauche, les hommes, les chevaux, le matériel. Enfin, c'était épouvantable. Et j'ai dit à l'officier qui s'occupait de ça, des bulldozers, là, j'ai dit mais c'est pas humain. Je dis évidemment ce sont des étrangers, mais les hommes avec les chevaux. Il m'a dit la guerre n'est pas finie, on doit passer, il n'y a rien à faire. Et voilà, ça s'est terminé comme ça. On est resté 3 jours, on ne pouvait plus rentrer parce qu'il fallait laisser les convois passer. On est reparti 3 jours après, on a été nourris par les Canadiens qui nous ont donné des rations. Et puis on a récupéré 2 chevaux, un chariot. On n'avait rien, on était à pied. 2 chevaux, un chariot, une carriole et puis un cheval, et on est rentré chez nous à Saint-Pierre-Canivet avec ces voitures hippomobiles. Voilà comment ça s'est terminé. Et ce bâtiment, il existe encore? Pardon? Le bâtiment? Ah oui, oui. Vous êtes retourné après? Il existe. Je ne suis jamais retourné. Je suis retourné au 50e anniversaire parce que vous savez, avec mes enfants, on n'a jamais parlé de ça. Jusqu'à les 50 premières années, je n'en ai jamais parlé avec ma femme et mes enfants, parce que ma femme, j'étais pas marié à cette époque-là. Ma femme et mes enfants, on n'en parlait pas. Et puis un jour, il est apparu sur les nouvelles de Falaise, il recherchait des témoins. J'ai dit après tout. Pourquoi pas? Ben oui. Vous n'en parliez pas parce que vous ne sentiez pas cette force d'en parler? Ah non, je ne voulais pas en parler. Puis alors, je me suis inscrit aux Nouvelles de Falaise, ils cherchaient des témoins. Alors je me suis inscrit, et puis alors là, ça a fait boule de neige. Hein. J'ai une cassette là du FR3, mon premier reportage que j'ai fait. Avec Didier Brignon, pour FR3, là j'en ai parlé. Et depuis le 50e anniversaire, mais tous les ans, j'ai témoigné pour France 2, France 3, TF1 pour l'Amérique, pour le Canada, pour la Hollande. J'ai témoigné un petit peu partout. Quand vous étiez à Colombelles, dans les carrières, c'est les Allemands qui vous ont dit de partir. Quand on était dans les abris des roches, oui. C'est les Allemands, oui. C'est les Allemands, oui. Déjà, ils voulaient beaucoup nous faire partir bien avant pour prendre notre place, parce qu'ils cherchaient aussi à se mettre à l'abri.
Et vous les sentiez menaçants, ils étaient dangereux pour vous, les civils? Pas Les Allemands. Les militaires? Oui. Non. Non. Non, non. Non. Parce que des fois, quand même, il y avait des SS là-dedans qui étaient un peu Ah oui, fanatisés. Quand même. les SS, oui, on a eu une sacrée chance que c'était pas des SS à Mondeville. Parce qu'il y avait une boulangerie à côté des Abris des Roches à Mondeville. Il y avait une boulangerie et les Allemands avaient réquisitionné cette boulangerie pour faire du pain pour leurs militaires. Et puis un beau jour, du reste, moi j'ai été travailler pour eux, j'ai été nettoyer la boulangerie. Pendant un moment, ils sont venus chercher des gens pour nettoyer la boulangerie le soir après qu'ils avaient fini de faire le pain. Moi j'ai été pris par un pour faire un soir, et puis à 2 ou 3, on allait nettoyer la boulangerie. Et ils nous ont donné, quand on avait fini de nettoyer la boulangerie, ils nous donnaient une boule de pain. Et comme on n'avait pas de pain, moi j'étais un grand mangeur de pain, moi j'étais vachement content d'avoir ma boule de pain. C'était pour ma tante et les enfants. Et après, j'étais volontaire pour aller nettoyer leur boulangerie tous les soirs. Et je revenais tous les soirs avec ma boule de pain. Et voilà. Et on a eu de la chance que c'était pas des SS, parce qu'un jour, il y a quelqu'un qui arrive dans les Abris des Roches, dans le premier abri où on était. Les Allemands sont partis, les Allemands sont partis. Vous pensez ce qui s'est passé? Tout le monde, on est partis tous à la boulangerie, tout le monde récupérait du pain, tout le monde sortait avec sa brassée de pain. Moi j'avais pris 3 ou 4 boules aussi, j'étais parti comme les autres. Et puis tout d'un coup, là, les Allemands qui arrivent, une voiture allemande qui arrive, tout le monde a lâché le pain sur place, et puis on est reparti dans les abris. Il est arrivé un officier et 2-3 soldats avec leur Kalachnikov. Il y a le propriétaire du premier abri où je trouvais, parce qu'il y avait 7 abris différents. Évidemment, ils ont dit, si demain, parce que quelqu'un avait volé il y avait la valise de l'officier responsable qui était restée là. Et quelqu'un avait volé et pris tout le monde croyait qu'ils étaient partis. Eh bien, oui, j'étais en train de dire, je sais plus. Oui, alors, donc, l'officier a dit, si demain, ma valise, je porte ma valise, il y aura 10 personnes de fusillées. Et puis finalement, le lendemain, ils ont retrouvé la valise au bord d'un champ à proximité. Là. Et il n'y a pas eu de suite. Mais si ça avait été des SS, il y a des grandes chances qu'on ne sortait pas. Hein. Ah, oui. Est-ce que des gens de votre famille ou des gens autour de vous ont été déportés? Non. Il y a mon beau-frère. Mon beau-frère, bon, c'était pas mon beau-frère à l'époque, je ne le connaissais pas, mais il a été déporté en Allemagne pour l'échange des prisonniers. Ah, oui, il avait été déporté là-bas. Il avait eu une permission et il n'était pas reparti. Et ils ont eu de la chance, c'est que les parents n'ont pas été fusillés parce que ça a passé comme ça. Mais il y en a un qui a été déporté. Mais vous n'avez pas été menacé, vous, par le service du travail obligatoire, le STO? Vous n'étiez pas concerné par le service? À un moment, Hitler a demandé à des jeunes Français d'aller travailler dans les usines. C'est-à-dire, ils en ont réquisitionné. Il y a 3 camarades à moi qui sont partis, qui ont été déportés là. Ah oui, mais vous, comme vous construisiez les blocos, peut-être que ça vous a sauvé. Eh bien voilà, j'allais vous dire, ça m'a sauvé, moi, parce que
ils sont passés mon nom avait été donné aussi pour être déporté, mais comme ils se sont renseignés, je travaillais pour les Allemands, ça m'a sauvé. Autrement, je partais avec les 3 autres copains. Et, enfin, ils sont revenus de toute façon, mais j'aurais été déporté aussi. Hein. Ah oui. Et la résistance? Est-ce que vous avez la résistance? Oui. Est-ce qu'il y a eu, à votre connaissance, des... Non. Non, moi, j'ai fréquenté personne de résistant. Non, et puis j'ai jamais eu envie de résistant non plus. Mais... Il n'y a pas eu d'actes de résistance? Des chemins de fer ou qui ont sauté? À ma connaissance, non. Pendant l'occupation, par contre, avant le débarquement, je travaillais dans une ferme, mais on était requis, tous les jeunes, pour aller monter la garde sur les voies. 2 fois la semaine, de la nuit, on partait de Bernière d'Ailly jusqu'à Morteau-Coulibœuf. Oui, à Morteau, il le faisait aussi. Oui, on avait un circuit à faire. Moi, j'avais 15 ans à l'époque, j'avais une frousse épouvantable. J'avais peur. Qu'est-ce qu'on aurait fait contre des résistants? Rien. Mais c'était ça. Ah oui. On en a vu de toutes sortes. Quel message vous souhaiteriez laisser à nos jeunes aujourd'hui, par rapport à tout ce que vous avez vécu? Ah, vous savez, je sais pas. Message aux jeunes. D'être tolérants, d'être... Je ne sais pas. Ça me fait peur, cette jeunesse actuelle. Ah, oui. Et le conflit en Ukraine? J'ai peur. Mais un message... Vous croyez que ça peut encore se reproduire? Ah oui. Et vous savez que c'est mal parti tout de suite. Hein. Avec l'Ukraine? La 3e guerre, moi, à mon avis, il y a un gros risque. Un gros risque. Avec ce Poutine là, qui est en train de nous prendre. Un 2e Hitler, ça. Oui. Ah oui. Ah, mais cette bataille de Normandie, alors ça, c'est...